cœur de l'Inde, une usine construite par la firme américaine Union Carbide laisse échapper l'un des gaz les plus toxiques de toute l'industrie chimique. Aujourd'hui, cette histoire est retombée dans l'oubli. Olivier, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes retourné dans cette ville, sur le site de l'usine, vous y avez enquêté. Qu'est-ce que vous avez découvert ? Bien, on a découvert que le temps n'a rien effacé, ni dans cette usine, ni dans la mémoire des victimes, ni même dans leur souffrance. C'est incroyable, mais aujourd'hui encore, 16 ans plus tard, ils sont à peu près 120 000 à souffrir des conséquences de cette catastrophe. Alors, il faut aller sur place, il faut regarder ce reportage pour comprendre exactement ce qu'a été la plus grande catastrophe industrielle de l'histoire. En gros, c'est l'histoire d'une rencontre, celle de la haute technologie de la chimie américaine avec l'Inde traditionnelle. Cette rencontre s'est faite à Bhopal, une ville superbe qui rêvait de se développer économiquement. Le rêve s'est transformé en cauchemar et c'est cette histoire que l'on a essayé de raconter. Alors Bhopal, un nuage dans la nuit, votre enquête est celle d'Emmanuel Beck. La nouvelle a fait le tour de la ville. Le héros des bidonvilles de Calcutta, l'auteur de la Cité de la Joie, s'intéresse aujourd'hui aux victimes de Bhopal. Pour elle, il veut financer une clinique. Dominique Lapierre et son épouse posent aujourd'hui leur valise au cœur de l'Inde. 16 ans après le terrible événement, nous retournons avec eux sur les traces de ce qui fut le plus grave accident de l'industrie chimique mondiale. Bienvenue à Bhopal. Sur ses épaules, le poids de l'espoir. Celui des victimes qui réclament le droit de ne pas être oubliées parce qu'elles souffrent encore des conséquences de la catastrophe. Ce sont ces victimes qui accueillent aujourd'hui le couple Lapierre. Ce sont elles qui les emmènent se recueillir à quelques mètres à peine de l'endroit où ils viennent tout juste de débarquer. Ce sont les noms des cheminots qui sont morts cette nuit-là pour sauver la vie d'autres gens. Beaucoup d'entre eux sont restés jusqu'au bout pour s'assurer qu'aucun train ne s'arrête en gare, ou pour les prévenir avant qu'ils ne pénètrent dans le nuage de gaz toxique émis par Union Carbide. Monsieur Lapierre, c'est un moment d'émotion pour vous là ? Très grande émotion parce qu'il s'est passé dans cette gare la nuit du 2 décembre des choses vraiment abominables. Et cette nuit-là, le nuage toxique de l'usine qui est située à moins d'1,5 km de cette gare a envahi tous ces quais, toute cette gare et a tué tellement de gens ici. C'est pour moi un moment tout à fait bouleversant. C'était la nuit du 2 au 3 décembre 84. J'étais de permanence à la gare ce soir-là. On attendait le Gorakhpur Express. Quand le train est arrivé, ces 800 passagers se sont tous mis à tousser en même temps. Je suis sorti de mon bureau et je me suis dit, il se passe quelque chose. Très vite, des gens se sont mis à courir. Certains s'effondraient, d'autres criaient. Partez, partez, il y a une fuite de gaz chez Union Carbide. À ce moment-là, je me suis dit, il faut faire repartir ce train, où les 800 passagers vont tous mourir. Mais le cheminot qui pouvait leur donner le feu vert avait disparu dans la panique. Alors j'ai moi-même rédigé l'autorisation, j'ai couru pour la porter au chauffeur, et le train a pu repartir. Ensuite, je me suis évanoui. Témoins de cette bataille du rail, les porteurs de bagages de la gare. Aujourd'hui, 6 d'entre eux sont encore en vie et aucun n'a oublié cette nuit-là. On dormait sur le quai quand tout à coup on a senti une drôle d'odeur, comme si quelqu'un faisait cuire du chou. Nos yeux se sont mis à piquer et à pleurer. Tout le monde s'est mis à courir dans tous les sens en criant « Le gaz fuit, le gaz fuit ». On trébuchait sur les corps sans savoir s'ils étaient morts ou vivants. J'en ai vu peut-être 500, si ce n'est plus. Certains semblaient morts, d'autres manquaient d'air. Ils toussaient ou appelaient à l'aide.
Vers 3 heures du matin, j'ai reconnu la voix d'un de mes collègues. Il disait en me regardant, « Il saigne, il faut l'emmener à l'hôpital ». Puis j'ai totalement perdu connaissance. Au matin, quand je me suis réveillé, j'ai réalisé que j'étais sous une pile de cadavres. Ils avaient cru que j'étais mort. J'ai poussé 2 ou 3 corps au-dessus de moi, je me suis levé et je suis rentré chez moi en taxi. Le 3 décembre 1984, M. Parachar a perdu ses amis, sa santé et sa joie de vivre. Peut-être suis-je un peu mort cette nuit-là, avoue-t-il, sa seule consolation, avoir sauvé la vie des 800 passagers du Gorakhpur Express. Retour sur les lieux du drame. Depuis 16 ans, aucune caméra n'avait pu retourner sur le site de celle que l'on appelle ici l'usine tueuse. Avec nous pour cette journée un peu particulière, Kamal Parek. Il était le responsable de la sécurité de l'usine jusqu'en 84. Et parce que la sécurité justement n'intéressait plus ses patrons, il a démissionné quelques mois avant la catastrophe. Aujourd'hui, pour la première fois depuis 16 ans, il retrouve son usine. Quel sentiment cela vous procure-t-il de revenir ici? Beaucoup de tristesse de voir qu'une aussi belle usine qui a donné du travail à tant de gens puisse terminer ainsi. Regardez-moi ça. Union Carbide et son C20. Le pesticide qu'elle fabriquait ici promettait aux paysans indiens leur plus belle récolte. C'est du résidu de C20. Est-ce qu'on en connaît la composition? J'imagine, mais c'est difficile car c'est resté à l'air libre pendant si longtemps. Je doute que l'on puisse vraiment l'analyser. Normalement, il doit y avoir du C20 avec des chlorohydrocarbones. Si vous en mangez un peu, je suis certain que ce sera votre dernier repas. Ce pesticide devait être le symbole de la technologie américaine au service de l'humanité. Aujourd'hui, il n'est qu'un poison s'infiltrant dans les sols, à quelques dizaines de mètres à peine des premiers bidonvilles. Aux portes de l'usine, Atal Ayoub. 2000 âmes vivent ici dans des conditions précaires. 2000 personnes qui, chaque jour depuis 16 ans, s'empoisonnent un peu plus aux résidus de C20. Les analyses réalisées à cette pompe l'an dernier sont alarmantes. En buvant cette eau, ces enfants s'exposent à une liste impressionnante de problèmes. Nausées, vomissements, leucémie, cancer, attaque du système nerveux. Les produits qu'elle contient s'appellent dichlorobenz, tétrachloroéthène, chloroforme et autres produits carcinogènes, sans compter sur la présence de mercure en quantité 20 000 fois plus élevée que la norme acceptable. Pour remédier à ce problème, les autorités ont installé un système de livraison d'eau potable. Cette citerne est censée délivrer chaque jour 8000 litres d'eau au bidonville. Mais la mesure est apparemment insuffisante si l'on en juge par les fréquentes batailles qui se déclenchent autour de la cuve dès la livraison. Saleté, t'as renversé de l'eau par terre, tu pouvais pas faire attention. Je vais te tabasser, sale pourriture. Si tu me touches, ça va mal se passer. Allez, ramasse ta cruche et va-t'en, sinon je te tue. Ici, les mots ne dépassent pas toujours les pensées. Cette année, une femme a été battue à mort pour avoir rempli 2 fois sa cruche. Alors il n'est pas rare que les habitants d'Atal Ayoub continuent à boire l'eau empoisonnée du sous-sol. C'est le cas de Suresh Kumar. C'est vrai, dit-il, cette eau sans le gaz, elle fait parfois mal à l'estomac, elle provoque des démangeaisons, mais que voulez-vous? Suresh habitait ici la nuit du drame. Avec les indemnités d'Union Carbide qu'il a reçues, 3000 francs, il a remplacé sa tente par une maison en dur. Sur son toit, vue imprenable sur le plus mauvais souvenir de sa vie. Voilà, c'est là. Regardez, c'est la cuve de Mick qui a fui. Elle a tué des milliers de gens. Oui, c'est bien cette cuve. Le Mick, isocyanate de méthyle servant à la fabrication du pesticide. Un gaz mortel qui, cette nuit-là, par erreur, par ignorance, par négligence, a été mélangé à de l'eau, provoquant ainsi une réaction incontrôlée. Dans les méandres de ce paquebot à la dérive, au milieu des kilomètres de tuyauterie, Kamal Parek va maintenant nous expliquer comment la plus grande catastrophe dans l'histoire de l'industrie chimique a pu se produire et surtout comment elle aurait pu être évitée.
C'est le tuyau d'eau. Vers 3 heures de l'après-midi, ce jour-là, un ouvrier l'a branché pour nettoyer les conduits. En gros, c'est à partir de là que l'eau s'est lentement introduite dans la cuve de Mick. Le problème, c'est qu'il aurait dû isoler cette cuve, mais il a oublié. Avec une simple pièce étanche qui coûtait peut-être 4 francs, cette tragédie aurait pu être évitée. Ainsi, l'histoire avec un grand H s'est-elle inscrite ici dans une succession de détails, de petites négligences, de grandes inconsciences. Mais une logique, une seule, a conduit à l'inévitable, celle du profit. En 84, l'usine n'était plus rentable. Le siège américain parlait de la fermer, alors les ingénieurs indiens ont voulu prouver sur place qu'elle pourrait fonctionner à moindre coût. Les premières dépenses qu'ils ont coupées furent celles concernant la sécurité. Pourquoi avez-vous démissionné? J'ai démissionné parce que j'ai très vite compris que la sécurité n'intéressait plus personne et que tôt ou tard, plus tôt que tard d'ailleurs, Union Carbide provoquerait un désastre à Bhopal. C'était évident pour vous? C'était tellement évident que je l'ai précisé dans ma déposition. Elle a été enregistrée par la direction à mon départ. Je leur disais, si vous n'améliorez pas de façon drastique la sécurité, un événement tragique se produira dans cette usine. Aujourd'hui, 120 000 personnes continuent à souffrir des suites de leur exposition aux nuages toxiques. Certaines d'entre elles ont créé des associations. C'est le cas de ces femmes qui refusent qu'on les oublie. Tout ce qu'on veut, c'est la justice, c'est ce qu'on a écrit. Punissez l'assassin Carbide. Donnez du travail aux victimes. Donnez-nous des soins médicaux. Indemnisez-nous. On n'est pas des mendiants, non, on veut la justice. Alors pour elles, la visite du couple Lapierre aujourd'hui, c'est un peu l'espoir de faire entendre leur voix au-delà de ces murs. Oh, Babouji! Dominique, qu'est-ce qu'elle chantait tout à l'heure? Une chanson qu'elles ont improvisée juste après la catastrophe et qui dit « Oh mère, nous ne pouvons plus monter les marches parce que nous avons été asphyxiés par les gaz. » Et ce sont ces mêmes femmes qui ont le courage, elles sont parties à pied jusqu'à Delhi, vous imaginez, par la chaleur, elles ont mis 1 mois et demi de route, 125 d'entre elles avec leur bébé avec elles. Et elles, de village en village, on leur donnait de l'eau, du thé, de la nourriture, elles n'avaient rien. Elles ont été réclamées. Réclamer la justice, c'est dire leur calvaire. Mais au bout du chemin, 800 km plus loin, elles n'ont rien obtenu. Rien d'autre que le droit de répéter 16 ans plus tard, toujours la même histoire. Nous avons souffert et nous souffrons toujours. Aujourd'hui encore, nous avons des problèmes d'estomac, de poumons et de reins. Beaucoup de femmes ont aussi des dérèglements menstruels. Et pour les jeunes, c'est un problème parce qu'on n'arrive plus à les marier. Et même si on les marie et qu'elles ont des enfants, beaucoup d'entre eux naissent handicapés quand ils ne meurent pas à l'accouchement. Et si les époux Lapierre viennent ici pour financer une clinique gynécologique, c'est bien parce qu'ils connaissent les chiffres. Depuis l'accident d'Union Carbide, le taux de mortalité infantile à Bhopal a augmenté de 300%. Parmi ces femmes victimes du gaz, comme on les appelle ici, l'une d'entre elles a accepté de nous recevoir. De son balcon, Koussoum peut encore voir les vestiges de cette usine qui, un soir de décembre 84, lui a pris son mari et ses 2 enfants. J'étais endormie. Et tout à coup, mes yeux se sont mis à piquer. J'ai crié à mon mari, qui fait cuire du chou? Parce qu'il y avait la même odeur. Il me dit, ce n'est pas moi. Puis les enfants aussi se sont réveillés. Et tout le monde s'est mis à tousser. Rapidement, on a tous voulu aller aux toilettes. On ne contrôlait plus notre corps. Mon fils est sorti en courant en me disant, aidez-moi, je vais mourir. Comment pouvions-nous imaginer qu'il s'agissait d'une fuite de gaz? J'ai couru, je me suis évanouie et je me suis réveillée à l'hôpital. 16 ans plus tard, Koussoum n'a toujours pas retrouvé son souffle. Tout chronique, fatigue au moindre effort, crise d'angoisse. Difficile pour elle d'oublier ce qui s'est passé cette nuit-là. Aujourd'hui, est-ce que vous ressentez encore de la colère? Oui. Jusqu'à ma mort, je serai hantée par ce qui s'est passé.
Depuis cette nuit du 2 décembre 84, le temps semble s'être arrêté dans la salle de contrôle de l'usine. Certains cadrans témoignent encore de la violence des pressions. C'est le cas de celui contrôlant la cuve numéro 610, celle dont s'est échappé le nuage de mic cette nuit-là. Ce cadran est un instrument de contrôle. Il indique la pression dans la cuve mic. Normalement, les informations concernant les variations de pression mettent quelques secondes à arriver parce que c'est un système ancien à air comprimé. Cette nuit-là, l'aiguille était probablement à ce niveau. Une pression normale de 2 points, donc elle était à peu près là. Mais quand l'explosion a eu lieu dans la cuve, c'est-à-dire quand la réaction chimique est devenue incontrôlable, l'aiguille a fait le tour du cadran d'un seul coup. C'était déjà trop tard. Cet instrument n'était pas adapté à une pression aussi forte. Nous avons retrouvé un des membres de l'équipe de secours présent la nuit du drame. Ce soir-là, il était en charge de l'unité de fabrication de C20, à moins de 50 mètres de la cuve 610. Il était minuit 45 quand j'ai entendu la sirène d'alarme. J'ai fermé mon unité et j'ai immédiatement accouru parce que j'étais de permanence pour les secours en cas de problème. J'ai pris ma bouteille d'oxygène et mon équipement de protection et on est allé vers la cuve. Les responsables de l'unité de MIC étaient déjà sur place. Ils tentaient de contrôler la situation, mais c'était déjà trop tard. Le gaz fuyait, il n'y avait plus rien à faire. On a tous fui selon les instructions en cas d'urgence. On a tous couru dans la direction opposée au vent pour échapper aux nuages. À la stupeur générale, l'enquête menée après l'accident confirmera qu'aucun des 3 systèmes de sécurité n'était en fonctionnement. La raison ? En débranchant ces systèmes, la direction de l'usine souhaitait alors faire quelques économies d'énergie. Autre erreur, ne pas avoir informé les habitants des bidonvilles sur les procédures à suivre en cas de fuite de gaz. Par exemple, courir dans la direction opposée au vent. De simples petits conseils que les ingénieurs d'Union Carbide connaissaient et qui auraient pu sauver la vie à des milliers de personnes à l'extérieur de l'usine. Où sont les responsabilités selon vous dans cette affaire ? Quand j'y repense, je me sens moralement un peu responsable. Parce que quand j'étais en charge de la sécurité, j'aurais dû informer les habitants autour sur les procédures à suivre en cas d'urgence. Mais quand j'étais là, l'usine marchait si bien. Je n'imaginais même pas qu'il pourrait arriver quelque chose un jour et qu'il soit nécessaire de les prévenir.